Te voilà à la bibliothèque de Babel. Je me nomme Légéré. Je suis ici pour te guider vers le chemin par lequel tu devras entreprendre pour continuer ton voyage. Choisis soigneusement le premier mot qui te vient à l'esprit, mot qui déterminera d'une manière obscure la suite de ton passage. Bien. Il me semble avoir déjà vu cela quelque part avec un autre. Cependant, avec une approche plus nuancée, nous allons donc nous plonger d'une manière différente pour évoquer ce sujet. Tu me parais encore avoir une psyché trouble, alors nous irons pas à pas, sans pour autant t'épargner ce qui doit être révélé. Tu sais, il fut un temps où je fréquentais la folie. Je ne sais pas comment elle s'était initiée en moi, pourtant elle me saisissait de ces obligations absurdes que je me devais de remplir. Il n'y avait pas de punition ni de condamnation ou de personne m'obligeant à agir d'une manière ou d'une autre, mais plus comme une pression ou un incommensurable vide me dévorant. Si je n'exécutais pas l'action demandée, dans un état aussi perturbé que j'ai pu l'être, la réalité n'était qu'un détail, car la souffrance psychologique et psychique était à ce moment ma réelle existence. Quand j'en fus libéré, je ne sus dire si le monde dans lequel j'avais été lâché était bien le plan d'existence qui de base où j'avais été enlevé. Car en ce jour, le rêve, l'illusion et notre monde me paraissaient comme des plans superposés dont le positionnement à mes yeux était encore flou. Il y a des souffrances qui selon moi laissent des séquelles, non pas par conséquence directe d'une blessure laissant une cicatrice, preuve de notre guérison, mais plus d'une plaie recouverte d'un pansement qui a comme seul but de se préserver et de protéger. Cependant, il faut croire que cette douleur qui nous est imposée change quelque chose en nous, qui façonne l'identité que l'on devient après y être passé, comme si l'univers nous y avait obligés pour nous modeler à la version que nous sommes supposés devenir, une version plus résistante et plus authentique que seule la souffrance est capable d'engendrer par les personnes capables d'y faire face et d'en réchapper, comme si notre âme se transcendait par cette épreuve qui nous rendrait spéciales de ceux qui n'ont jamais eu besoin de combattre, non pas des événements extérieurs, mais d'eux-mêmes. Tu as le cœur pur. Réjouis-toi. Les broyés sont les êtres les plus évolus. Réjouis-toi.
C'est de cette étincelle de résilience psychanalytique que l'œuvre dans laquelle nous allons nous plonger est armée le protagoniste, tentant de survivre à des horreurs que seul son mental peut combattre, tout en luttant contre ses peurs, sa folie et sa perdition dans un univers qui semble perdre toute logique connue. Dans cette œuvre, nous suivons un énorme complot autour d'une technologie révolutionnaire, le STEM, machine qui sert à interconnecter les consciences, à l'image de Matrix dans laquelle des humains sont plongés dans des cuves pour nourrir des machines dans des fermes biologiques, laissant ce bétail dans un monde virtuel appelé la Matrice, ou Deepception, dans laquelle le rêve partagé est une méthode permettant d'influencer l'inconscient d'une victime pendant qu'elle rêve, à partir de son propre subconscient, muni d'extracteurs, alors s'immisçant dans ce rêve préalablement modelé et qu'ils peuvent contrôler. Cette technique est améliorée leur permettant d'emboîter les rêves les uns dans les autres. C'est donc dans ces concepts psychologiques que l'histoire se déroule. Le STEM, donc, fait vivre des rêves partagés entre des personnes liées. Sauf que dans The Evil Within, les choses tournent à bien plus mal à l'image d'un Silent Hill. Cet appareil initialement créé par Ruben Victoriano, qui s'autonommera par la suite Ruvik, puis co-développé avec le docteur Jiménez, avant de s'en approprier les mérites à la suite. Le STEM finit entre les mains d'une organisation nommée Mobius, qui voit dans cette machine un moyen de contrôler les gens à travers leurs peurs, à l'image d'une illusion dans une œuvre plus japonaise. Mais les choses se compliquèrent lorsque plusieurs modèles du prototype à la version high-tech furent construits et utilisés. L'introduction à l'œuvre commence avec un détective. Ce dernier rassemble les caractéristiques d'un agent du privé qui serait désabusé par une vie dans laquelle il semblerait avoir été victime. Barbe du réveil apparent, flasque d'alcool dans sa veste, accessoires tactiques laissant son arme de prime abord visible, nous comprenons tout de suite que le personnage a vécu. En effet, à ce stade, nous prenons connaissance à un moment donné que sa fille Lily a été malheureusement assassinée dans un incendie et que sa femme, probablement par choc post-traumatique, en est devenue folle, dépeignant déjà alors la personnalité que nous allons avoir tout le long de l'histoire. Ce personnage est suivi de près par son binôme, accompagné également d'une nouvelle recrue, tous trois s'engageant alors dans une expédition au sein d'un asile psychiatrique, découvrant un véritable massacre à peine arrivé sur les lieux. Quelque chose d'inquiétant semble parcourir ce tombeau curatif. L'antagoniste, Ruvik, un monstre d'apparence humaine transmuté d'horreur. Il piégera d'une manière bien étrange le protagoniste dans un autre endroit, alors qu'il venait pourtant de retrouver le docteur en charge de la clinique, élément capital pour connaître les mésaventures jusqu'à leur venue, obligeant à savoir ce que voulait le dernier survivant de ce massacre et recherchant aussi un handicapé mental appelé Leslie, qui paraît être la clé de la résolution à tous ces problèmes. L'objectif principal semble se dessiner en la quête de retrouver Leslie, tout en essayant d'esquiver Ruvik, qui semble l'élément principal de l'œuvre. Ruvik ayant une histoire tragique qui nous est présentée sous forme d'apparitions surnaturelles et de flashbacks revécus avec le détective. Pendant son enfance, passionné par la science qui les a menés à faire de morbides expériences, ses riches parents évidemment catholiques lui offrirent un médecin pour l'aider à être compris dans sa psychologie. Mais ses tourments commença quand ses parents achetèrent beaucoup de terre dans leur village natal. Les habitants de la ville, se sentant expulsés et exploités, en acte de révolte et de mécontentement, vont incendier une ferme alors occupée à ce moment par Ruvik et sa propre sœur Laura, avec qui il partageait un amour fraternel et sincère. La ferme prit tragiquement feu, et sentant la mort approcher, Laura réussit à sauver son frère en le faisant sortir en se sacrifiant, laissant donc son jeune frère vivant, mais gravement brûlé.
elle terminera atrocement incarcinérée par les flammes laissant s'échapper des hurlements horribles dans l'esprit de Ruvik qui ne put rien faire pour la sauver. Pour certains, cela donne déjà un rapprochement avec l'œuvre de Silent Hill, qui est son ancêtre spirituel si on peut dire. Dans ce rapprochement, nous avons la comparaison des parents en pratiques religieuses, une enfance troublée par des événements atroces, causés par un groupe d'individus, à l'image de la calcification d'Alyssa Gillespie et de Laura, et de la naissance du mal par cet élément déclencheur en la personne d'Alyssa et Ruvik, qui semblent tout de même complémentaires, Laura mourant par amour dans les flammes comme l'humanité d'Alyssa, et Ruvik survivant laissant naître toute sa monstruosité en contradiction d'Alyssa qui fait échapper Cheryl, partie la plus pure dissociée de son être, incluant également des similitudes dans les séquelles, cette fois-ci bien concordantes, telles que les brûlures et la psyché mortifère des survivants. Une tragédie qui mènera donc Ruvik, le autoproclamé après le décès dramatique de sa sœur, à s'ancrer plus profondément dans la folie et à expérimenter de nouveaux domaines dans la science, notamment sur le cerveau humain. Ruvik possédait un accord avec le docteur Jiménez avant que leur altercation subsiste. En effet, en échange de leur collaboration, Ruvik devait recevoir des patients du docteur, servant par la suite de cobaye humain, suite au traumatisme taillé à vif dans son esprit, enfermé dans sa sinistre maison de ses parents. L'enfant les poignardera les jugeant comme de simples obstacles à son enfermement et commencera d'une manière plus obsessive son projet final, le STEM, machine capable de connecter les consciences de l'esprit humain entre elles dans un univers psychique comme dit précédemment, proche du domaine d'un rêve réaliste, à travers de moyens technologiques. Dans ce monde imaginaire, grandit grâce aux consciences de chaque nouvel utilisateur qui se connecte à la machine. Cependant, même si les moyens ne sont pas éthiques, la motivation de Ruvik dans sa création était désespérante de tristesse, car l'antagoniste d'une manière que l'on pourrait dire innocente, si les morts n'étaient pas bien évidemment à empiler, voulait remodeler la réalité pour au final juste revivre aux côtés de sa sœur bien-aimée. Mais le malheur en entraînant un autre, Ruvik, jalousé de ses prouesses scientifiques par le docteur Jiménez, responsable de l'asile dans lequel l'œuvre commence, fit appel à plusieurs gardes afin de lui voler sa création. Mais très vite, la conscience de Ruvik, existant toujours à l'intérieur de la machine, commença à absorber les sujets les plus faibles et gagner en puissance jusqu'à se matérialiser lui-même dans le STEM tel un fantôme. Les sujets commença malheureusement à mourir à cause de la pression psychique toujours plus importante de Ruvik, aveuglé par son obsession, sa frustration, son dégoût et son envie de vengeance, ne pouvant pas accepter d'être dépouillé de ses recherches et de son corps. Jiménez créa donc un second prototype du STEM, et peu après il découvra le jeune Leslie Wiffer, un jeune patient doté d'une capacité unique, permettant d'être immunisé à la pression mentale de Ruvik. Le docteur Jiménez donc conclua que son rêve pouvait enfin devenir réalité, rentrer à l'intérieur du STEM lui-même grâce à Leslie. À l'intérieur du STEM, Kidman, recrue présent dès le départ, finit par retrouver Leslie, mais Ruvik apparut peu après. Celui-ci avoue qu'il est compatible avec Leslie, qu'il appelle de son hôte, et a besoin de lui tel un véhicule ou un corps de substitution pour s'échapper de ce monde et renaître dans le monde réel. À ce moment, Kidman ne put plus sauver Leslie, de peur de faire libérer Ruvik de la machine, et tenta de le tuer. Mais l'administrateur intervient pour son insubordination et blessa Kidman, qui était en fait agent chez Mobius, une organisation à volonté jusqu'à présent secrète, qui voyait dans le STEM une machine de terreur créée pour réveiller les peurs les plus profondes, persuadé que la peur était le meilleur moyen de contrôler les individus et le monde, ce que Castellano ne comprena pas encore, et dut ainsi combattre Ruvik en énorme cerveau, ayant absorbé Leslie. Le monopole d'une multicorporation telle que l'organisation Mobius et le transfert de conscience fait écho avec les grandes idées du cyberpunk,
notamment grâce au STEM et son esthétisme évoquait les humains branchés à des machines complétant leur caractère physique et neuronal. Bien qu'il n'y ait pas de similitude évidente, mon propos n'est pas tant de vous faire remarquer ce point, qui selon moi joue tout de même une importance, mais de relever la ressemblance que l'on trouve avec l'œuvre de Resident Evil. Si Mobius secrètement tend vers le contrôle de l'humanité par la psyché humaine grâce à des outils technologiques et mécaniques, Umbrella, par-delà cette couverture d'apparence respectable, cache le développement d'armes relatives au bioterrorisme et au bactériologique. Leur expérimentation les conduisant notamment à la transformation d'êtres vivants en monstres, pratiquant également la corruption à grande échelle et possédant une milice privée comme Mobius, afin de garantir en outre la sécurité de ces installations illégales. Par la suite, après avoir détruit le cerveau de Ruvik, on semble se réveiller par une courte scène de quelques secondes dans la réalité, puis on est laissé renvoyer dans ce faux monde, en continuant la succession d'horreurs se présentant à nous par des éléments complémentaires à l'œuvre originelle. Nous apprenons que Kidman prit connaissance de second prototype à Beacon, qui était, elle, dotée d'une connexion sans fil qui procure le fameux bruit assourdissant. Pour les utilisateurs déjà reliés physiquement, rappelant bien la ressemblance des mallettes dans Inception, qui était, elle, dotée d'une connexion sans fil qui procure le fameux bruit assourdissant pour les utilisateurs déjà reliés physiquement, rappelant bien la ressemblance des mallettes dans Inception, qui offre un voyage dans une distance non pas filière, mais périmétrique, le son étant dans la voiture de police au début, correspondant au moment où Jiménez a utilisé la fonction sans fil du système de Beacon pour se connecter lui-même avec Leslie afin de prouver sa valeur auprès de Mobius. Mais cela eut l'effet l'inverse, et l'administrateur de Mobius rentra en conflit avec Jiménez, voulant faire le premier test sous ses propres conditions. Pour ce premier test, l'organisation a l'idée d'envoyer d'une manière stratégique et manipulatrice une personne rationnelle, saine d'esprit pour accompagner Leslie. Jiménez se porta volontaire, mais Kidman fut choisi par prudence. Au final, Jiménez et Kidman se retrouvaient tous les deux connectés. Jiménez par l'envie de tester lui-même le nouveau prototype, et Kidman pour retrouver l'esprit sous les ordres du chef de Mobius, mais aussi par la même occasion pour tester le nouveau vaccin immunisant contre la folie de Ruvik. Arrivant à Beacon dans la salle du STEM, où elle vit tout le monde relié, Jiménez et Connelly, Joseph, Leslie et Sébastien. À leur grand regret, personne ne put empêcher Ruvik d'absorber Leslie, et Kidman achèvera l'administrateur d'une balle dans la tête, ce qui produisit à ce moment son réveil dans le monde réel. L'enveloppe charnelle de Leslie fut aussitôt prise en charge par les membres de Mobius, toujours inconscients. Joseph, collègue de Sébastien, se faisant emporter par les gardes de Mobius, tandis que Kidman découvre qu'elle porte désormais la marque de Ruvik dans le creux de sa main, preuve de la sortie indemne du STEM de la libération du joug de Ruvik. Mais cela ne fut pas encore terminé, car nous apprenons alors que la femme disparue de Sébastien était toujours vivante. Mira Hansen, qui est un membre à part entière de l'organisation Mobius, se servait d'elle pour surveiller Sébastien au quotidien, avant de disparaître. Cette dernière avait également adressé à son époux des preuves liées au meurtre de leur fille Lily, ainsi que le complot pour la tirer droit dans un piège. L'enquête de Sébastien était une source d'inquiétude pour Mobius, qui engagea des moyens pour surveiller ses activités au quotidien et simuler sa disparition aux yeux du monde entier en le branchant au STEM, afin qu'il puisse servir de sujet d'expérimentation dans le développement toujours plus sophistiqué du dispositif STEM et distraire Ruvik, qui annihilait à ce moment-là toute forme de vie dans le monde psychique. À la fin, Sébastien détruisit bien l'esprit de Ruvik, ce qui le libérera de la machine, remarquant que Leslie n'est plus là également. En réalité, le corps inerte à l'entrée de l'hôpital est celui de Leslie, tué probablement par Kidman pour empêcher la fuite de Ruvik le manipulant. Et lorsqu'on le voit, celui-ci au loin, nous pouvons l'interpréter comme fantôme, son âme s'échappant et partant loin de cet enfer, par la mort. L'intégrité de l'intrigue se déroule donc dans les souvenirs de l'esprit de Ruvik. Les personnages piégés dans le STEM, l'histoire régie des grandes questions que l'être humain a peur d'être confronté.
à l'image d'une phobie ou d'une pensée que l'on cache au fond de nous, afin de ne pas la traiter, comme un enfant se cachant sous ses draps, alors que le croque-mitaine est bien en dessous du lit. Trois ans passèrent. Sébastien Castellano avait quitté la police pour traquer la mystérieuse organisation Mobius, après avoir essayé d'obtenir de l'aide de ses collègues, qui le croyaient insensé. Il continua cependant à être hanté par les visions cauchemardesques qu'il avait vécues dans le STEM. Noyant ses peines dans un bar, Sébastien est alors approché par son ancienne partenaire qui s'est révélé agent chez Mobius, lui révélant que Lily était toujours bien en vie, mais retenue par Mobius comme noyau d'un STEM appelé Union. Le noyau, laissant tous les esprits connectés à cette machine vivre dans une ville fictive créée par ce dernier. Néanmoins, dans ce processus, un imprévu déclencha l'écroulement de la ville et la perte de contrôle chez Mobius. Lily disparut à l'intérieur de ce même monde, son esprit se détériorant rapidement et ses habitants ainsi que la ville se transformant en cauchemar. Pour remédier à ce problème, les agents de Mobius furent donc envoyés, mais tous furent emportés et disparus. Donc à contre-cœur, Sébastien s'associa à l'organisation Mobius pour retrouver sa fille et la libérer d'Union. Au moment où Sébastien arriva dans le monde, la ville était en ruine, et l'équipe de Mobius en déroute et dispersée. Sébastien arriva à en trouver quelques-uns qui, ces derniers, lui donneront en échange de services à obtenir de nouvelles armes et toutes sortes d'informations. Sébastien resta en contact avec Kidman, resté dans le monde réel, grâce à un communicateur pour l'aider, l'instabilité régnant dans le STEM lui permettant aussi de capter les résonances d'événements passés au sein d'Union. Mais comme si cela suffisait pas, des démons intérieurs apparaîtront au protagoniste, qui sera hanté par les traumatismes de son passé et qui devra combattre, à l'image de James Sunderland dans Silent Hill, qui lutta contre sa culpabilité et sa frustration à la personnification de Pyramid Head, luttant aussi contre des esprits conscients d'être dans le STEM et qui en profitent pour imposer leurs lois sur Union, créant leur propre réalité et créature. Stefano, le photographe meurtrier, et Théodore, l'ancien agent de Mobius qui veut le pouvoir suprême, tel un ange déchu. Stefano, doté de pouvoir, traque et assassine les agents. Si son air dandy vous dit quelque chose, je peux compléter le fruit de votre envie de comparaison en vous donnant les ressemblances évidentes que ce personnage évoque. Sa description se veut d'une manière autoproclamée d'artiste. Il arbore une apparence proclamant son excentricité, tel le gourmet par exemple dans Tokyo Ghoul. Tous deux expriment une passion dévorante sans jeu de mots à leur obsession. Tantôt artiste, tantôt pulsionnel, si Stefano exprime sa créativité par la photographie morbide, le gourmet l'exprime par des raffinements anthropophages dans un milieu culinaire assez mou. Il m'en faut pas plus pour associer ces deux personnages au pilier principal de leur inspiration, celui du plus grand sociopathe du monde cinématographique, Hannibal Lecter. Si nous relions Stefano à ce meurtrier, il est criant de vérité de constater les similitudes. Tous deux se déplacent opposés d'une gestuelle mesurée et élégante. De plus, leur goût vestimentaire tend vers le costume, comme si le camouflage du loup résiderait dans le revêtement de la laine du mouton, qu'il a déjà lui-même dépecé métaphoriquement. Leur timbre de voix ainsi que le lexique qu'ils emploient sont agréables, foisonnés et rassurants. Leurs codes sociaux semblent exposer une certaine caste prétendant une personnalité raffinée, côtoyant les plus privilégiés, alors que dans l'ombre, le plus effroyable les habite, se manifestant non pas comme barbarie, mais plus comme exposition de leur passion, pratiquée par leurs vils instincts sous des apparences artistiques, comme la photographie ou la cuisine, bien que Hannibal ne soit pas à première vue porté sur l'exposition directe de cadavres positionnés de manière sculpturale. L'univers dans lequel il baigne expose bien évidemment des corps, laissant prétendre à une juxtaposition de deux univers, et c'est ici aussi amusant si on peut dire, car cela amène à un autre point qui structure la vision de Stefano.
celui de la Gorgone. Dans la mythologie grecque, ce monstre possède des pouvoirs surnaturels et maudites. En effet, si vous croisez son regard, à la seconde qui suit, vous ne vous pétrifierez pas à l'image du regard du basilic, mais vous serez transformé en pierre. Stéphano semble porter une importance sur l'œil qui est le reflet de son âme à travers l'objectif. D'une manière personnelle, il s'approprie le dernier souffle de vie en piégeant sa victime dans une faille temporelle où le moment fatidique dure intemporellement. De la même manière qu'une statue est exposée, les corps sont présentés comme œuvres et contextualisés par la vision de folie de son auteur, preuve de son narcissisme et de sa façon mégalomaniaque d'imposer son art. Une créature à l'image déiste de l'œuvre de Lovecraft inonde même le ciel de sa présence omnipotente, laissant son œil à l'image de l'objectif et de son appareil, immortaliser à jamais les pauvres malheureux qu'il souhaite assassiner de manière éternelle. Sébastien, se rendant compte que Lily a été kidnappée par le photographe, comme expliqué, se révèle être un tueur en série artistique qui réussit à s'infiltrer dans Union. Le statut de psychopathe de Stéphano lui confère donc ses pouvoirs sur le stem. Après l'avoir alors traqué, il est révélé qu'il avait initialement enlevé Lily sous les ordres d'un autre parti, mais a décidé de la garder pour lui-même et exploiter ses pouvoirs en tant que noyau. Sébastien le tuera, mais Lily fut enlevée par Mira, sa femme. Il rencontra donc Théodore, qui voulut le convaincre de le rejoindre pour s'emparer de Lily. Les représentations religieuses ont toujours su marquer une image forte dans les sociétés passées et actuelles. Si dès le départ, il fut de représenter le dévouement d'une foi adressée à Dieu, elle s'est vue transformée en partie à une dévotion obsessionnelle dans certaines époques de l'histoire et de certaines parties du monde. Si la base s'est proclamée envoyée de Dieu et de répandre la paix et l'harmonie parmi les êtres conscients, elle fut également ce jour représentatif de l'inquisition tortueuse et meurtrière du Moyen-Âge et des sectes communautaristes modernes. Si l'histoire retient bien le massacre des Templiers et leurs tourments imposés par l'Église, mais aussi les faux prophètes s'appuyant sur une autorité supérieure soi-disant coopérative, le malin sous sa toge est bien présent dans notre esprit. Et c'est avec cette idée que ce personnage fut créé. À la première impression, ses paroles semblent droites de vertu et tangibles parmi les ténèbres, mais tel l'avocat du diable, il n'en est rien, car ce dernier se veut en toute ressemblance à Lucifer, voulant voler la place de Dieu lui-même dans un univers où il feint d'avoir le contrôle absolu. D'ailleurs, le fait que ce personnage que l'on peut caractériser de diabolique n'a rien de polémique, du fait que ses origines semblent africaines. Ceci n'est pas de représenter l'homme de couleur comme trompeur et méritant la foudre d'un parti conservateur, mais plus de la volonté d'instaurer des représentations de personnages bibliques, plus diversifiés depuis quelques années dans les univers fictifs. Dans le même registre, nous pouvons même voir des personnes de couleur jouer le rôle de Dieu lui-même, tout en gardant une légitimité sur la sémantique de l'apparence des êtres surnaturels, représentés auparavant que comme caucasiens. Théodore, à l'image d'un ange déchu, s'approchant plus du diable, semble s'octroyer les pouvoirs de la bête pour assouvir son avidité de puissance divine, le plaçant à l'image que celui-ci se veut de Dieu, qu'il s'approprie, jouant avec une idée de toute puissance à tourmenter Sébastien avec ses démons qui le rongent de l'intérieur depuis des années. Démons se nommant culpabilité, regret, peur, désespoir et peine. Cette altercation finit par le bannissement de Sébastien suite à son refus dans une forêt. Il rencontra alors Esmeralda Torres, qui lui expliqua toute l'histoire. Sébastien découvrit alors les vraies motivations qui ont poussé Kidman à travailler pour Mobius, et qu'elle s'était associée avec Mira, la femme de Sébastien, Théodore et Esmeralda, pour séparer et sauver Lily du stem, détruisant Mobius de l'intérieur. Cependant, le plan finit par mal tourner, lorsque Théodore décida de kidnapper Lily et de s'en servir pour contrôler le stem. Sébastien tenta de le combattre, mais fut tourmenté par sa culpabilité et ses doutes. Il tenta de corrompre Sébastien,
comme Stefano l'avait trahi avec une image horrifique de sa fille, l'accusant de choses qui alourdissaient son sentiment de culpabilité. Encore là, nous pouvons constater une ressemblance esthétique cette fois-ci avec l'idée d'une jeune fille consumée par les flammes dans un endroit obscur, à l'image de la pauvre Aïssa. Cette fois-ci aussi, victime d'un ordre sectaire soi-disant envoyé aux représentatifs d'un ordre religieux. Preuve de l'inspiration à peine cachée, mais bien illustrée de l'œuvre scénaristique originelle que représente Silent Hill. C'est ainsi que Mira, sous sa forme corrompue par l'aveuglement de protéger sa fille, tuera Théodore, avant de dire à Sébastien de s'en aller pour garder Lily en sécurité quelque part dans le Stem. Ne pouvant s'y résigner, Sébastien dut confronter Mira et la blesser mortellement pour la ramener à la raison, car le désir de tout cœur de protéger Lily l'avait transformée en monstre. Dans un adieu déchirant, elle lui convint de prendre leur fille et de s'en aller, pour qu'elle puisse se sacrifier en prenant la place du noyau et détruire une bonne fois pour toutes Mobius en surchargeant les puces présentées dans le cerveau de tous les agents par le Stem, afin que leur fille puisse vivre en paix et n'être plus traquée par cette organisation à l'emprise tentaculaire dans le monde réel. Libre de Mobius, Sébastien, Lily et Kidman quitta donc les lieux. Partant tous pour une nouvelle vie avec un nouveau départ, Sébastien se séparant de Kidman, partant vivre une nouvelle vie avec Lily. Mais, dans les décombres, un terminal Stem abandonné commença à s'activer, laissant un doute sur cette fin douce et amère. The Evil Within est une œuvre présentée comme parfois grotesque. Toutefois, je m'oppose à cette idée, car le scénario selon moi est fait pour que le spectateur s'immisce et s'investisse dans l'histoire. D'autant plus que certains s'orgueilleront d'affirmer que ceci est une copie de Silent Hill. Et cela serait malvenu, car malgré les correspondances flagrantes, l'œuvre se veut inspirée en partie, mais non une pâle copie dépourvue de contenance. Vous avez pu remarquer les références abondantes dans cette œuvre. Cependant, voyons encore quelques clés les reliant créativement à d'autres univers. Déjà, il est bon de rappeler que le scénario, avant d'être pris sur Silent Hill, ce dernier est déjà l'enfant spirituel de l'échelle de Jacob. Jacob Singer est un soldat américain. Survivant de la guerre du Vietnam, torturé de beaucoup d'horreurs, ses hallucinations lui font voir des scènes horribles comme des visions déranchantes de personnes aux traits indistinctifs tremblant frénétiquement, ou d'infirmières cachant des dents sur le sommet de leur crâne, croyant que sa vie est un rêve et qu'il n'a jamais quitté sa famille. Malheureusement, il est révélé qu'un chimiste a été recruté par l'armée pour concevoir une drogue de combat nommée l'échelle, drogue augmentant l'agressivité de tout le bataillon de Jacob, qui fut le premier sujet de test humain, mais qui a eu pour conséquence de rendre les soldats fous, au point de s'entretuer. Jacob réalise alors que ces visions n'étaient que des manifestations de son état mental. Apaisé, il retourne dans son ancien appartement familial, retrouve les derniers souvenirs de sa vie avant de voir son fils Gabriel au pied d'un escalier, et l'invitant à monter vers la lumière. Malgré cela, le film se conclut sur le corps de Jacob dans un hôpital militaire au Vietnam, où le soldat vient de rendre son dernier souffle. Les médecins constatent qu'il s'est battu pour survivre, mais semblant désormais en paix, finalité d'une folie instaurée dès le départ. Ce qui conclut à merveille la base de toutes les idées scénaristiques et esthétiques de Silent Hill et de The Evil Within. Nous avons la base de l'origine du questionnement de la réalité, du code esthétique et de la pression psychologique laissant place à la folie. Néanmoins, un second film impose plus la base de The Evil Within qui se veut bien plus proche de cette œuvre, même s'il n'a jamais été mentionné à ce jour, celui de The Cell. Dans ce film, un psychopathe et tueur en série particulièrement vicieux est arrêté, mais sombre dans le coma à la suite d'une crise schizophrénique. Sans révéler le lieu où se trouve sa dernière proie, qu'une mort atroce attend. Afin de la sauver, une psychologue pour enfants doit littéralement entrer dans les pensées de l'assassin, à l'aide d'une expérimentation technologique thérapeutique révolutionnaire expérimentale, lui permettant de visiter littéralement les esprits de patients inconscients. Le cerveau du tueur n'est pas seulement un endroit effrayant, c'est aussi un piège pour Catherine. Elle ignore l'expérience traumatisante qui l'attend,
devant localiser la cellule piégée où est enfermée la dernière victime. Entre répulsion et fascination, elle progresse dans le dédale psychologique du tueur, jusqu'à devenir une proie malgré elle. Et c'est ici toute la source de The Evil Within. Il me fallut me remémorer les très anciens films dont je n'avais pas les références culturelles pour trouver ce lien entre les deux œuvres aujourd'hui. Ici, nous avons bien la similitude d'une machine reliant les consciences directement de l'esprit, le caractère torturé des antagonistes provoqués par une enfance désastreuse, ainsi que le pouvoir quasi surnaturel des émanants, avec un protagoniste bien insignifiant devant l'ampleur du danger, mais aussi un réel choix artistique parsemé le long de ses œuvres faisant pâlir les créateurs d'aujourd'hui comme insignifiants. Si la richesse de cet univers ne vous a pas encore convaincu, je ne sais que faire pour vous en convaincre davantage, d'autant plus que tu sembles voyageur déjà bien renseigné. Toutefois, laisse-moi te montrer encore quelques petites choses pour que tu deviennes un érudit, parmi ceux que tu vas probablement rencontrer. The Evil Within emprunte donc le chemin d'un survival horror, à l'image d'un Outlast, et parfois même, parmi son bestiaire bien fourni, un véritable slasher par les personnages iconiques que l'on peut trouver à l'image d'un Freddy Krueger ou d'un Frank Myers, et pourquoi pas aussi d'un thriller, notamment avec cette petite référence bien amusante de Shiny. D'ailleurs, nous pouvons apercevoir encore d'autres références comme The Thing, inspiré par les œuvres de Lovecraft lui-même, qui a eu l'honneur de se voir attribuer une de ses représentations monstrueuses caractéristiques de ses œuvres. Ce qui est intéressant d'ailleurs de constater, dans l'ensemble de ce que je viens de présenter, sont l'accord que l'on peut constater entre ses créations et les peintures telles que le Sénitre Veitchkovic ou même le cadavéreux Francis Bacon, dont à l'époque, en tant que jeune étudiant, je ne comprenais pas l'objectif et l'intention de ces peintres, les qualifiant autrefois de dégénérés aux idées nauséabonds et obscurement insalubrement instables, sans intention de m'approcher du pléonasme. En conclusion, cet univers nous offre une perspective à la psychanalyse de l'obsession avec Ruvik, l'orgueil de Stefano, la dominance de Théodore, la souffrance suivie de la rédemption avec Sébastien, qui se voit attribuer exactement la même finalité que James Sunderland. Synthèse d'une introspection de la matérialisation et de la personnification du sacrifice et de la culpabilité, mais aussi de la perception du sens de la vie, de la réalité, et du ressenti de l'existence en tant qu'individu consciente de son espace supposé sur un plan qui croit acquis. Nous y voilà, sortis de cette folie sans nom. J'espère que ce voyage ne t'aura pas perturbé ou aspiré émotionnellement de ton énergie vitale, car tu ne fais que commencer ton voyage. Je tiens à te mettre en garde toutefois, car comme tu peux le voir, la barrière entre la réalité, le rêve, l'illusion, le cauchemar et les dimensions ne sont toutefois pas très claires pour les êtres que tu rencontreras. Alors je t'invite à faire ta propre introspection en souhaitant que les personnifications de ton esprit te soient agréables et que ta conscience s'illumine d'une lumière qui te guidera vers la délivrance de ton être. Sur ces paroles, je t'invite, explorateur, à poursuivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu sois voué à y revenir un jour à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue, pour le conteur que je suis.